Très Excuse-moi. bien. Donc, je disais, en tant que gériatre, nous avons autant de patients âgés que de photos nous avons là. Des situations comme qui sont très différentes et on verra évidemment sur les démences qu'on ne fait pas de la même façon pour les patients qui sont finalement au début de la maladie et ceux qui sont très altérés, ceux qui ont une autonomie à domicile, qui font des acrobaties au sol et d'autres qui sont quand même beaucoup plus altérés. Alors, AS, c'est un vieux document, je me réfère souvent à un document de 2009, donc c'est vrai qu'on aime bien avoir des documents récents, mais je trouve que c'est un document qui est un peu spartiate, il est un peu moche en fait, mais il y a beaucoup de choses qui sont dedans, et ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, et qui rappelle que la prise en charge des troubles du comportement nécessite la connaissance précise de leur nature, de leur mécanisme, et les attitudes les plus adaptées des aidants et des professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on voit d'emblée que dans la prise en charge, la prise en soin, on ne parle pas tellement des médicaments, mais bien de réfléchir, d'avoir une réflexion d'équipe et d'avoir des professionnels et des aidants qui fassent le mieux possible. Donc là, le plan d'intervention, les évaluations, un peu comment est-ce qu'on peut penser les choses, quand on peut arriver à un plan de soins, et puis la place des médicaments, parce que les médicaments, c'est quand même assez important. Alors, on peut présenter les symptômes psychocomportementaux liés aux démences de 1000 façons, avec 1000 classifications. Je vous propose celle-là qui est celle de l'HAS et qui met en gras les troubles du comportement perturbateurs. Et en fait, c'est vrai que c'est souvent pour ça que vous, en tant que psychiatre, que les gériatres aussi sur les EHPAD sont appelés à intervenir parce que le trouble du comportement est productif. Il est bien rare qu'on nous appelle pour l'apathie. Ce sont souvent les familles en consultation mémoire, qui vont s'inquiéter de l'apathie d'un patient qui change, mais c'est rarement l'institution qui nous interpelle sur ces questions. Alors, comment réévaluer, comment évaluer, réévaluer, évaluer et réévaluer les syndromes psychocomportementaux? Évidemment, l'observation, l'écoute, mais ça, c'est aussi un écueil parce que souvent, on aura des familles qui vont avoir du mal à transmettre exactement ce qui se passe, de raconter l'histoire. Il va falloir vraiment qu'on ait un talent d'accoucheur. Et puis, les logiciels que l'on a ne sont pas forcément très adaptés et les transmissions sont souvent elliptiques et souvent les soignants ont d'autres choses à faire. Et donc, il va vraiment falloir qu'on fasse un travail avec l'équipe. L'équipe est vraiment majeure dans la prise en soin et donc dans l'évaluation tout d'abord des syndromes psychocomportementaux. Alors, il y a une échelle qui est l'échelle gériatrique, s'il en est une, le NPI, le NPI, on va y revenir, est très important. Des échelles qui sont plus centrées sur un symptôme qu'à titre personnel, j'utilise assez peu, voire pas du tout. Et puis des échelles que je dirais invalider, c'est que parfois on est amené à compenser l'absence d'échelle ou bien l'insatisfaction qu'on peut avoir sur transmission en faisant des documents papier très honnis par la direction des soins, mais parfois quand même bien utiles pour noter les troubles du sommeil, pour être un peu précis, ou bien pour noter un symptôme. Alors, je vais prendre un exemple. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, quand on met en place une stratégie, il va falloir souvent qu'on encourage les soignants à poursuivre la stratégie mise en place et à ne pas se désespérer, puisque souvent les symptômes diminuent en intensité ou en fréquence, mais disparaissent finalement rarement. Et c'est vrai que de faire une évaluation horaire d'un symptôme pour dire en fait quel est le volume journalier de ce symptôme, est-ce que le patient crie encore toute la journée, est-ce qu'il ne crie qu'une partie de la journée, c'est une façon aussi d'encourager l'équipe dans une spirale positive. Alors, le NPI, c'est la partie soignante parce qu'elle parle de retentissement. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est finalement assez simple dans son concept, assez difficile quand même dans la façon de la remplir, en tout cas pour tomber sur un consensus, puisqu'en fait, sur chaque item assez simpliste, idée délirante, hallucination, agitation, dépression, anxiété, exaltation de l'humeur, apathie, désinhibition, irritabilité, comportement moteur aberrant, on va classer en fait en termes de fréquence et de gravité. C'est vraiment une échelle de type, je dirais, échelle de qualité. On fait ça à l'hôpital souvent, la fréquence, la gravité d'un événement, et on va en tirer un score. Et la partie retentissement, ça va être une cotation qui va être faite par l'équipe sur le retentissement sur eux en tant que soignants. C'est un truc qu'on peut aussi faire d'ailleurs avec les familles. Donc l'intérêt de ce score, ce n'est pas tellement le score, à vrai dire. Enfin, pour moi, je trouve que ce n'est pas tellement le score. J'étais assez réticent à cette échelle et finalement, je trouve qu'elle a un intérêt parce qu'elle a un intérêt pédagogique
de mettre des mots sur les choses, surtout quand on travaille avec des équipes qui finalement n'ont pas forcément une formation extraordinaire. C'est-à-dire qu'au début, les soignants disent, ils parlent d'eux, il m'a frappé, il n'a pas été agréable avec moi. Et puis quand on leur apprend à utiliser cette échelle, ils vont pouvoir parler finalement du patient et de ce qui lui arrive. Donc je pense qu'en termes pédagogiques, c'est intéressant. Et puis le deuxième point, c'est que toujours dans l'encouragement des équipes et des familles d'ailleurs, dans les attitudes vertueuses, ça permet de faire des évaluations et des réévaluations du NPI. C'est-à-dire que souvent, on oublie au bout d'un mois que le patient va mieux parce qu'on a oublié comment il était. Et une échelle, ça permet un peu de se dire, finalement, ce qu'on fait, ça a quand même de l'effet, même si ça ne fait pas disparaître tous les symptômes. À titre d'exemple, à l'UCC où je travaillais à Dinan, en moyenne, on diminuait de 30% le score NPI. Ça veut dire qu'il y avait quand même des troubles, mais il y en avait beaucoup moins et les choses étaient beaucoup plus tolérables. Un petit passage sur le certificat médical IPAD. Alors, souvent, les choses se terminent un peu comme ça. On remplit ce dossier médical et il n'y a pas seulement une partie autonomie. Alors, il y a une partie médico-médicale, quelle maladie a ce patient, mais il y a une partie aussi comportementale. Donc, en fait, ce sont toujours les mêmes items avec peut-être une sous-échelle que je trouve finalement pas bête. C'est comportement moteur aberrant où on va différencier finalement la déambulation pathologique, un patient qui va déambuler gentiment sans être forcément très explorateur, mais qui va errer, des gestes incessants, et puis un risque de sortie non accompagné, c'est en fait finalement quelqu'un qui se perd et qui passe la limite, alors que lui-même ne sait pas qu'il y a forcément une limite. Tout patient en EHPAD ne sait pas forcément qu'il n'est pas censé sortir s'il est dans une unité protégée. Donc le trouble est peut-être plutôt du côté de l'institution que du côté du patient. De façon très synthétique, je vous ai mis un tableau qui va vous paraître illisible, mais je vais vous le commenter pour vous l'éclairer. En fait, sur la colonne de gauche, ce sont les éléments qu'on doit avoir en tête qui constituent ou qui favorisent les troubles du comportement. Alors, il y a 3 éléments, le patient, les relations interpersonnelles avec l'entourage et avec les soignants, l'entourage, la famille, les amis et les soignants, les gens qui vivent avec. On pourrait rajouter aussi les autres patients qui ne sont pas le moindre problème, et puis l'environnement. Et donc, de ces éléments-là déclinent des questions et en fait, ce sont les questions que l'on est amené à se poser en tant que gériatre et sans doute en tant que psychiatre aussi, avant de se précipiter sur le fait un trouble du comportement, une prescription d'un médicament. C'est-à-dire, finalement, quels sont les troubles du comportement que l'on observe et quels sont ceux que l'on va essayer d'améliorer. Quelle est la pathologie neurologique? Il n'est pas rare que finalement les patients n'aient pas de diagnostic ou un diagnostic très très lointain. Or, c'est important de savoir quand même qu'est-ce qu'ont les patients. Un patient qui aura une démence à corps de Lévy aura une évolution souvent plus rapide, vous le savez, qu'une démence Alzheimer d'un sujet âgé. Un sujet jeune qui a un Alzheimer aura une évolution plus rapide. Donc, je pense que c'est important d'avoir une idée parce que dans la dynamique des troubles et dans la dynamique de l'évolution des troubles cognitifs et comportementaux, c'est important d'avoir ça en tête. Quel est le vécu, le retentissement affectif des troubles? C'est en fait la situation auprès du patient. La démence est une maladie chronique comme une autre. On comprend fort bien que quand un patient a un cancer, il ait un retentissement sur ses affects. Et je pense que c'est faire un raccourci un peu rapide de penser que parce qu'un patient a une démence, il n'a pas un retentissement affectif de sa situation. Et puis, comme on est gériatre, on ne peut pas s'empêcher, on va penser à l'EGS, c'est-à-dire l'évaluation gériatrique standardisée. Ça, c'est le dada des gériatres, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, mais c'est l'évaluation de l'autonomie et c'est quand même sacrément intéressant finalement parce que ça va permettre d'orienter la prise en charge. Quels sont les besoins physiologiques? On va y revenir. Quels sont les besoins psychiatriques? Je pense qu'effectivement, on ne traite pas de la même façon un vieux psychotique qui a une démence et quelqu'un qui n'était pas psychotique et qui a une démence. Et puis, quels sont les éléments biographiques? Quels sont les traumatismes dans la vie? Y a-t-il eu des changements de traitement? Quel est le contexte relationnel et familial, le contexte soignant et quel est l'environnement? C'est un peu les questions un peu systématiques qu'on doit se poser. Et puis, la colonne de droite, c'est quand même la question de l'urgence. On va évoquer cette question puisqu'en fait, souvent, les familles, souvent les soignants et parfois les médecins confondent une situation aiguë
avec une question plus chronique qui est celle des troubles du comportement liés à la démence. Alors, on pourrait aussi les décrypter, ces éléments, en facteurs favorisants, en facteurs précipitants. C'est une démarche assez fréquente qu'on doit avoir, notamment pour les chutes. Mais c'est vrai que du coup, les facteurs favorisants, ils vont souvent être difficiles à atteindre, mais les facteurs précipitants, ils vont être un des axes de travail pour améliorer la prise en charge. Un focus, une petite réflexion qui me paraît du coup importante, enfin moi qui est une porte ouverte à laquelle il faut penser, c'est la temporalité des troubles et je dirais en face la temporalité des stratégies qu'on peut se proposer pour les troubles du comportement. Et la pathologie démentielle, elle a sa course, elle a son histoire, elle a sa temporalité. Les comorbidités somatiques, elles l'ont aussi. C'est certain que quelqu'un qui a une arthrose très douloureuse ancienne, ça va avoir un impact sur le trouble du comportement. Quelles sont les pathologies psychiatriques chroniques connues, anciennes ou inconnues ou passées, je dirais, sous les radars. Il n'est quand même pas rare de trouver des patients âgés qui ont des histoires qui sont évoquées des troubles anciens. La personnalité, le mode relationnel familial. Donc ça, ce sont les éléments un petit peu du décor qui sont là quand on prend en charge les patients et qui vont être difficiles, qui sont importants à prendre en charge, mais qui vont être difficiles à vraiment modifier. Et puis, en termes de jours, de semaines, les comorbidités somatiques, ça va être là que les patients qui vont avoir le Covid, qui vont avoir je ne sais quelle affection intercurrente, vont se retrouver à l'hôpital, dans un service de médecine, de psychiatrie pour des troubles du comportement. Les traitements, avec la notion iatrogénie, le temps, la temporalité d'effet des traitements en termes de iatrogénie qu'en termes de positifs. On n'est souvent pas assez patient avec les patients âgés. Il faut leur laisser le temps d'avoir l'effet des médicaments et de surveiller leurs effets secondaires. Et puis, en termes de jours et de semaines, les événements traumatiques, c'est souvent l'occasion, la mort du chat, la perte du conjoint, l'hospitalisation, l'entrée en EHPAD, le projet d'entrée en EHPAD qui va majorer les troubles du comportement. Et puis, les événements familiaux récents qui peuvent être extrêmement variés. On a tous vécu le confinement du Covid, qui est quasiment un modèle expérimental, qui a quand même majoré beaucoup de troubles du comportement, tant en termes de troubles du comportement productif que aussi en termes de dépression ou d'apathie, avec une sémiologie bien difficile, il faut bien le dire, à repérer. Et puis en termes d'heures et de jours, ça c'est vraiment le travail que vont avoir les équipes sur le syndrome du coucher de soleil. C'est la patiente ancienne cultivatrice qui tous les soirs doit ramasser les vaches, ou bien quelqu'un qui tous les soirs faisait quelque chose de ritualisé et qui va finalement conserver cette action remémorée dans un moment d'angoisse. Les besoins physiologiques, on va y revenir. Des épisodes aigus, la rétention aiguë d'urine, la douleur, c'est aigu, mais sans traître du comportement. Les traitements à visée immédiate. Les comportements des autres patients. On voit bien quand même que l'ambiance d'un service est extrêmement important, le trouble du comportement. Et puis, les changements d'environnement. Donc, une temporalité à attraper, à réfléchir, à comprendre et voir sur quoi est-ce qu'on peut intervenir, puisque évidemment, les troubles du comportement, ils sont multifactoriels et le plan de soins va être multifactoriel également. Alors, un petit point qu'on ne va pas développer, mais l'élément aigu, c'est quand même la question de la confusion. Et souvent, je vous disais, les soignants, les soignants, les familles, mais parfois aussi les médecins ont parfois du mal à faire la différence entre un patient confus et un patient dément. Un patient dément peut être confus et c'est une urgence diagnostique, une urgence thérapeutique. Il faut voir le niveau de gravité lié d'une part à la pathologie causale, mais aussi lié au trouble du comportement lui-même, avec la dangerosité. Et puis, il faut savoir parfois aussi envoyer les patients faire des examens. Ce n'est pas parce que les gens ont des démences qu'il faut renoncer à tout, même si on renonce, il faut bien le dire, à beaucoup avec ces patients-là. Mais il faut garder en fait la fluidité de réflexion, de tout mobiliser, quitte à renoncer à tout. Alors, je vous ai remis on reprend le plan, en fait. Quels sont les facteurs qui favorisent les troubles du comportement? Il y a le côté du patient, le côté des relations interpersonnelles, le côté de l'environnement. Et puis, on va essayer de les décliner en les regroupant, en fait. Alors, du côté de la démence, les troubles cognitifs, les pertes d'autonomie,
Alors ça, c'est extrait d'un document que je vous citerai à la fin de la présentation, qui a l'avantage d'être simple et pragmatique, comme sont souvent les Québécois, et qui nous rappelle finalement qu'en fonction que l'analyse des troubles cognitifs du patient nous aide à la prise en charge. C'est-à-dire que savoir que le patient a des troubles de l'attention, ça permet de se dire, par exemple, le patient trouble de l'attention et trouble du comportement alimentaire, il va se lever sans arrêt et aller ailleurs et ne pas manger, peut-être qu'il va falloir l'isoler, le mettre dans un endroit plus calme. Si on veut être en relation, peut-être qu'il faudra effectivement éviter les interférences et simplifier l'environnement, limiter les stimuli. Si le patient a une altération de la mémoire, et ils en ont tous, puisqu'ils sont avec des démences, par exemple, ça va être d'apprendre à la famille de ne pas commencer leur arrivée en disant « Ah, au fait, qu'est-ce que tu as mangé ce midi ?» C'est justement ce que le patient ne sait pas dire. Donc, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que ce n'est pas la peine, ou bien le soignant qui dit « Mais madame machin, rentrez dans votre chambre » alors que la dame ne sait pas où est sa chambre et que donc c'est la confronter constamment à l'impossible. C'est comme demander à quelqu'un qui aurait eu une amputation des jambes tous les jours de marcher et de courir. Donc, effectivement, il y a un moment, le trouble du comportement risque d'arriver. C'est de la médecine simpliste, mais c'est de la médecine, en tout cas, expérimentale qui fonctionne finalement assez bien. Même idem en rotation dans le temps et dans l'espace, on peut décliner ainsi tout le reste. Les troubles du langage, oui, effectivement, s'assurer que le patient comprend ce qu'on lui dit, avoir un langage adapté, et puis le laisser partir de son discours et l'accompagner, on va y revenir. Sur les éléments gnosiques, là on a l'exemple de la télécommande. Mettre un patient face à du matériel qu'il ne sait pas utiliser, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'hôpital ou dans un EHPAD, c'est le confronter à l'échec et finalement à l'angoisse et à l'agitation devant un monde qui devient totalement étranger. Et puis les troubles praxiques, oui, adapter aux troubles praxiques, c'est important également, et adapter aux troubles du jugement. En fait, là, on est sur une démarche de compensation des déficits, mais encore faut-il repérer d'abord les troubles cognitifs et pas se contenter de dire qu'il a un MMS à 10, ce qui informe assez peu. Et après, le gériatre, naturellement, avec son EGS, va décliner ces troubles cognitifs en termes de troubles d'autonomie, mais je ne vais pas vous faire décliner tout, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, ça, c'est un petit aspect trouble, déficit sensoriel, besoin physiologique. Alors, ça paraît vraiment, là aussi, ouvrir des portes ouvertes, mais j'ai reçu à titre personnel des patients à l'UCC parce qu'ils avaient des bouchons de cérumen. Et magie de la médecine, on enlève les bouchons de cérumen, le patient entend ce qu'on lui dit, comprend mieux, et finalement, l'opposition aux soins diminue. Donc, c'est vraiment des choses de base. La vision, oui, effectivement, quand on voit mieux, ça se passe mieux parce qu'on appréhende mieux son environnement. C'est vraiment de la médecine vraiment très, très basique. Les soignants sur les besoins de base sont très, très observateurs à condition qu'on les encourage et qu'on valide vraiment leur observation. Je prends l'exemple de patients qui, chaque fois qu'il avait mangé, étaient agités, voire agressifs, alors qu'en fait, il avait seulement envie d'aller aux toilettes et qu'il suffisait de l'emmener aux toilettes pour que ça se passe mieux. Là aussi, c'est de la médecine de pointe. Ou bien un patient de 95 ans, un patient de 95 ans, à 14 heures, c'est fatigué, et finalement, en faisant une petite sieste d'une demi-heure, une heure, finalement, la journée se passe beaucoup mieux et la fin d'après-midi. L'ennui dans nos institutions est quand même extrêmement présent, et ce n'est pas une animatrice qui est en nombre insuffisant qui peut régler le problème. Moi, là où je travaille, on voit bien que le dimanche où il y a moins de professionnels, l'ennui des patients, le manque de cadre, le manque d'accompagnement, le manque de présence pour être là avec eux, entraîne des troubles du comportement d'hétéroagressivité assez fréquemment. Et puis l'isolement, on parlait de la crise Covid. La crise Covid nous a appris beaucoup de choses, pas au point de décliner les choses en moyens, mais en tout cas en termes cliniques, on a quand même bien vu l'effet que l'isolement pouvait avoir, l'isolement familial, la perte de sens de la vie, comme nous-mêmes finalement on aurait. Moi je me dis souvent que les patients déments, c'est des gens assez normaux en fait. C'est-à-dire qu'on nous mettrait dans un monde où on ne comprend rien, où on ne voit rien, on n'entend rien, où on n'appréhende pas les objets qui sont autour de nous, on n'a pas le mode d'emploi et on est isolé avec des gens qu'on ne connaît pas. Je pense que ça ressemblerait peut-être pour les anciens au service militaire ou pour des choses comme ça, des choses qui peuvent entraîner du comportement.
Sur les troubles psychoaffectifs, bon, je ne vais pas le développer parce que ça, c'est votre cœur de métier. Mais quand même, le retentissement affectif, oui, je disais que les déments, même les déments qui ont une démence évoluée, ils ont une vie psychique. Et donc, c'est souvent difficile à appréhender parce que on a du mal à communiquer, on a du mal à savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient. Mais quand on les observe, comme on est à l'UCC, minute par minute, quart d'heure par quart d'heure, on voit bien quand même que sur leur visage, dans leur expression, qu'ils expriment quelque chose qui est leur vie. Et puis, je dirais que, quand bien même on n'en serait pas certain, c'est bien quand même le pari qu'on doit avoir en tant que soignant que de considérer que les gens qui sont autour de nous, qui s'en occupent, aussi affectés qu'ils sont par leur pathologie, sont des personnes, et ce qui définit une personne, c'est quand même un peu sa vie psychique tout de même. Les pathologies psychiatriques, évidemment, anciennes et parfois inconnues, et puis la personnalité, souvent les familles disent que les gens ont changé, mais souvent ils nous disent aussi qu'ils sont un peu toujours pareils, mais parfois un peu en plus pire, en plus difficile. Et donc je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Non pas parce que ça va révolutionner notre prise en charge, mais moi, ça m'évoque un film, un vieux film maintenant qui s'appelle Le Patient anglais, où au début du film et à la fin du film, on voit quasiment la même scène d'un avion avec une femme qui est derrière, avec sa chevelure qui flotte au vent. Et au début, on voit cette scène et on a l'impression que c'est une scène heureuse avec une femme qui est emportée par son amoureux dans l'avion. Et puis quand on a compris ce qui s'était passé entre-temps, on voit la même scène, on s'aperçoit qu'elle est morte derrière et que ça doit être un cadavre qu'on emporte. Et je pense que réfléchir à ça, en tout cas pour moi, comme gériatre, moi, ça m'aide à penser les choses et à humaniser les personnes, et du coup aussi pour les soignants à humaniser la prise en charge. Donc je pense que c'est aussi un pari, mais en tout cas pour moi, ça me paraît important. Alors oui, intégrer les traumatismes psychiques, les traits de personnalité, combien a-t-on de patients en UCC dont le seul élément qui reste est finalement un traumatisme dans l'enfance? Je me souviens d'un patient qui ne parlait plus que du fait que son père a été tué par l'occupant allemand, devant lui fusillé, et il ne parlait que de ça. Ou un autre qui avait été accusé d'être responsable d'un accident de bus avec de nombreux morts, et en fait, quand il parlait, quand il faisait l'effort de parler, il ne parlait que de ça. Je vais un peu vite là-dessus, mais parce que je pense que ça, c'est votre cœur de métier, donc je ne vais pas vous convaincre. Sur les relations interpersonnelles, c'est effectivement d'abord la façon de communiquer avec les patients, façon à montrer, à expérimenter, oui, à montrer, je dirais, aux soignants, à écouter des soignants, parce que beaucoup de soignants le font intuitivement ou le font parce qu'ils ont été formés. Les assistants de gérontologie clinique sont des gens vraiment épatants, tout comme les AMP qui ont vraiment appris à faire ça. Et puis, on a aussi ça à le faire avec les familles dans les groupes d'aide aux aidants, dans les consultations mémoire que l'on peut faire, ou bien quand les neurologues ou les psychiatres font le diagnostic et doivent accompagner les familles. Je pense qu'il y a des groupes qui sont faits pour ça et il faut les solliciter. Donc, effectivement, il faut attirer l'attention du patient, une personne à la fois, on ne parle pas la cantonade, lui consacrer toute votre attention, ne pas répondre au téléphone en même temps, ne pas faire autre chose, éviter les sources de distraction, la télé qui braille, la radio qui gueule, les conversations entre collègues. Bah oui, effectivement, on donne du temps, comme on donnerait à tout patient. Je pense que parfois, quand on voit comment on peut faire, comment on fait par habitude, je me dis que nous, en tant que soignants, en tant que patients, si on était à l'hôpital, on n'accepterait pas cette façon de ne pas être écouté. Puis la communication, c'est aussi le langage. On a parlé de gens qui entendaient mal, qui voyaient mal, qui comprennent mal. Et donc, c'est toute la dynamique du langage et du corps. Ça a vraiment un effet. Moi, j'avais un aide-soignant un peu pléthorique, mais il avait une façon de se placer dans le service, un peu comme une bouée de sauvetage où les patients s'aggloméraient autour de lui parce qu'il dégageait une tranquillité dans son immobilité. Alors, ses collègues râlaient un peu parce qu'il n'en faisait pas beaucoup, mais par contre, il avait cette capacité à calmer les patients par sa présence. Et puis, le ton de la voix, si les gens n'entendent pas, ne comprennent pas le langage qui est dit, ils comprennent la mélodie. Ils comprennent, si vous avez quelqu'un, vous êtes à l'étranger,
quelqu'un vous parle, il parle une langue étrangère que vous ne comprenez pas, vous saurez savoir s'il vous engueule et s'il vous parle gentiment. Et bien, les patients, ils sont comme ça aussi. Un langage simple, des phrases courtes, des questions fermées si on veut avoir des réponses, et puis laisser filer le patient là où il veut aller et puis le rattraper. Et puis manifester respect, considération et créer un espace relationnel apaisant. Alors ça, c'est vraiment le truc quand le patient est agité, c'est évidemment ne pas se mettre. Alors, parce qu'on disait tout à l'heure se mettre en face, oui, se mettre en face, si ça n'angoisse pas le patient. Dans le terme accompagnement, moi j'aime bien ce terme-là parce que c'est aussi accompagnement physique. Parfois, un patient qui déambule, qui est agité, ça va être parfois de se mettre avec, de marcher avec, de partir de sa réalité, on va y revenir, et puis progressivement de créer un espace relationnel, un peu comme dans certaines pièces où l'absurde règne, où finalement c'est par le fait d'être là qu'on crée une relation et puis qu'on va pouvoir un peu essayer de communiquer dans ce brouillard qu'est la démence. Partir de l'expérience immédiate du patient, l'expérience psychique et motrice. Donc c'est ça, en fait, à mon avis, la clé quand on a des patients agités. Et Dieu sait si vous savez bien que ça marche aussi pour les patients qui ne sont pas déments. Quelqu'un j'avais un soignant qui se mettait en face et qui écartait les bras quand le patient était agité, ça se passait à chaque fois de la même façon, il recevait un coup de poing, il faisait une transmission, le patient était agressif. Alors qu'en fait, finalement, si on parle de cette réalité de la déambulation, parlons-en, marchons, sortons, allons faire un tour, et finalement, vous marchez avec, vous vous arrêtez, le patient s'arrête avec vous, vous faites demi-tour, il revient dans le service. Finalement, ça marche dans 80%, allez, on va dire 20% qui ne marchent pas. Et puis aller progressivement de la réalité du patient vers les objectifs de l'entretien. Moi, quand j'étais jeune interne, ça m'énervait beaucoup parce que tous ces patients déments, ils ne répondaient pas à mes questions. Et puis moi, j'avais mon observation à faire, mes questions, il fallait que je mette mes items. Et ces patients étaient très énervants parce qu'ils ne répondaient pas du tout. Et en fait, en allant avec eux, de là où ils sont, et en leur posant les questions au fur et à mesure, ils répondent et toujours terminer l'entretien par un élément positif pour resituer le patient dans la réalité positive. Parce qu'une fois que l'entretien se termine, il ne faut pas non plus que le patient casse tout en service ou d'ailleurs dans la salle d'attente si on est en consultation. Et puis se souvenir, comme je disais, même un patient qui a une démence sévère garde une vie psychique. Alors, vous allez me dire, c'est un pari, oui, peut-être. Néanmoins, j'ai vu tellement quand j'étais à l'UCC, systématiquement, ça se menait souvent quand même par des entrées en EHPAD, le fait de solliciter le patient, même dément, même altéré, pour participer à l'entretien avec la famille, pour parler de l'avenir, on avait parfois quand même de singulières surprises sur la capacité de patients vraiment altérés à se positionner, à dire oui ou à dire non, ou en tout cas à l'avoir entendu. Et puis, toujours hiérarchiser les objectifs. On ne peut pas non plus demander l'impossible. Il faut parfois rabattre un peu nos objectifs pour arriver à avoir un patient qui est finalement relativement apaisé avec moi je dirais pas tranquille, mais plutôt avec un bon confort psychique. Alors, le personnel, on pourrait passer 1 heure sur le personnel. D'autant, on en parlait avant le début de la réunion de ce soir, que souvent, on a des personnels qui changent, qui ne sont pas formés. Mais effectivement, c'est essentiel. Est-ce qu'ils sont formés et accompagnés? Je dirais au moins sensibilisés. Au moins qu'on leur en dise quelque chose, autour du comportement, qu'on ne les laisse pas tout seuls. Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils sont stables? Et puis, est-ce qu'ils sont centrés sur le besoin de la personne? Mais ça, c'est vrai que c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que quand des soignants sont là et qu'ils n'ont pas vraiment choisi, qu'ils sont en gériatrie, en gérontopsychiatrie, s'ils n'ont pas choisi, s'ils ne sont pas formés, ils vont avoir du mal à être bien traitants. Mais moi, oui, je leur en veux quand même, mais je ne leur en veux pas, parce que je pense que c'est à nous aussi de les accompagner, et c'est à nous aussi d'insister auprès des directions pour que finalement, ils soient aidés. Les aidants, alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir sans les aidants, en tout cas quand il y a des aidants. Alors, bien sûr, c'est une source d'information. Je disais, il faut les associer. Alors, on associe forcément à l'orientation des patients, mais il faut associer les patients à l'orientation. Et puis, ce sont souvent des tiers dans la prise en charge. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'eux dans la fréquence de leur visite. Mais du coup, nous, il faut aussi qu'on les aide notamment à partir. Ça, c'est vraiment important quand les gens sont en EHPAD, en service, leur dire qu'on sait que c'est difficile de partir et qu'il va falloir effectivement qu'ils s'autorisent à nous solliciter pour finalement s'occuper du patient quand eux s'en vont
et qui ne partent pas, je dirais, en douce. À l'UCC, on faisait beaucoup la chasse aux familles qui disaient « je m'en vais chercher mon sac dans la voiture » et qu'on ne revoyait pas pendant 2 jours. Donc forcément, le patient, il n'était pas content. Mais comme je disais, les patients sont des gens finalement assez normaux. Et nous-mêmes, on ne serait pas tellement d'accord si on était à l'hôpital que notre conjoint, notre famille dit « je reviens » et qu'ils ne reviennent pas. Enfin, ce n'est pas loyal. Mais c'est à nous aussi de les aider, les familles, aussi à traverser cette culpabilité et puis à s'appuyer sur les soignants. On sait qu'ils seront parfois très en colère contre nous et qu'on peut expliquer ça de 1000 façons que je ne vais pas développer parce que vous le savez bien mieux que moi. Cette diapo, toujours issue de mon petit document québécois, là, sur deux approches dont on fait évidemment la promotion, c'est la diversion et la validation. Finalement, une fois qu'on a repéré ce qui arrive aux gens, qu'on est sûr qu'ils ont à manger, qu'ils n'ont pas soif, qu'ils n'ont pas mal, qu'ils vont physiquement pas trop mal, qu'on leur a donné des repères, qu'on a compensé leur déficit cognitif et leur perte d'autonomie et qu'on ne les a pas mis de trop en échec, c'est finalement la validation. Le patient qui est angoissé parce qu'il doit ramasser ses vaches, ce n'est pas la peine de lui dire que les vaches, il n'y en a plus. Il faut plutôt partir, me semble-t-il, s'il est angoissé, de la validation de ses affects et de dire effectivement, vous êtes très mal, vous êtes très angoissé. Et puis finalement, on va partir de la validation et puis on va aller sur la diversion et on va aller finalement sur une autre réalité, solliciter une réalité peut-être plus calme, plus tranquille, plus apaisante, des bons souvenirs, d'où l'intérêt de connaître le patient et de connaître ses goûts musicaux, ses souvenirs qui sont des bons souvenirs, parce qu'on va partir de la situation de l'instant pour repartir vers une diversion, vers un espace plus apaisant psychiquement. Donc ça, c'est un élément qui me paraît vraiment utile, c'est-à-dire qu'en fait, on permet aux soignants de ne pas être seulement dans la mise de limites et en disant qu'il faut avoir, mais en disant non ou en remettant la personne dans la réalité ou en n'écoutant pas, mais avec une stratégie qui finalement marche dans un certain pourcentage de cas. L'environnement. L'environnement. Alors l'environnement, il nous est imposé parce que c'est bien rare qu'on vous demande votre avis sur l'architecture et en général, le projet, c'est d'ouvrir je ne sais quoi comme service dans une architecture pas adaptée. Et donc, il y a beaucoup de théorisation là-dessus, les espaces ronds, les espaces de circulation. Sans doute faut-il trouver à la fois un endroit où les gens permettent d'avoir des repères, un endroit plutôt agréable, et puis assez grand mais pas trop grand. Et moi, j'insiste quand même sur l'effet des jardins. On a quand même beaucoup de gens qui ont été habitués à être parfois dans des immeubles collectifs, mais aussi être dans des jardins. Et c'est vrai que dans le cahier des charges de l'UCC, il y a un jardin et ça me paraît quand même sacrément utile. Et dans les unités de vie protégée, les UHR, et puis j'espère aussi dans certains hôpitaux psychiatriques, il y a quand même des jardins et ça c'est vraiment très important. Mais ça nous est imposé. Ce qui ne nous est pas imposé, par contre, c'est l'usage de l'architecture. Le bruit, oui, on ne se rend plus compte qu'on est bruyant, on ne se rend plus compte que les soignants s'interpellent les uns les autres, on ne se rend plus compte que la télé braille, on ne se rend plus compte que ces BFM qui passent en continu avec des images angoissantes. On a vu récemment avec la guerre en Ukraine, on a bien vu l'effet que ça a pu avoir sur certains patients qui étaient très angoissés, qui disaient finalement la guerre repart, c'est reparti. Regardez la date de naissance de vos patients et dites-vous quand ils avaient 10 ans, qu'est-ce qui se passait? Pour certains, il se passait que c'était les bombardements en France, pour d'autres, c'était la guerre d'Algérie. Ce n'était pas tellement très drôle et donc c'est peut-être important quand même d'avoir cette idée-là en stimulation sensorielle, de faire attention au niveau sonore, au bruit, à la qualité du programme. Et puis aussi la température, la lumière. Alors, je dirais au bruit, si vous sortez dans un restaurant, vous remarquerez que parfois, les collègues qui font, les gens qui tiennent les restaurants, ils ont la bonne idée, quand le restaurant est bruyant, de mettre des dalles anti-bruit au plafond. Et essayez, vous verrez, c'est étonnant comme c'est efficace. Et c'est bizarre parce que dans les hôpitaux, ce truc-là qu'on sait faire dans un restaurant, on ne sait pas le faire dans les hôpitaux. Moi, je trouve ça toujours très étonnant qu'on nous fasse des grandes salles extrêmement bruyantes, alors qu'en fait, il suffirait de faire comme dans la vraie vie, parfois demander le conseil de la boulangère du coin ou du restaurateur serait extrêmement utile dans nos établissements. La température,
j'ai été appelé il n'y a pas très longtemps sur des troubles du comportement pendant une toilette, et on a découvert que les radiateurs étaient montés à l'envers, donc il faisait extrêmement froid. Et finalement, moi personnellement, j'aime pas, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais la douche, j'aime bien qu'il fasse chaud dans la salle de bain. Les patients déments et âgés, ils sont pareils. Ils aiment bien avoir chaud et puis ils ne sont pas contents quand il fait froid. Mais est-ce qu'on y est vraiment sensible? Ça reste à voir. Et puis le groupe des personnes environnantes, on avait une théorie dans l'UCC où je travaillais, c'était la chorégraphie des patients. C'est-à-dire qu'en fait, la chorégraphie, c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère les groupes, c'est-à-dire en fait, comment est-ce qu'on va mettre parfois un tel avec un tel, comment est-ce qu'on voit qu'il y a une agitation, finalement le soir, qui est-ce qu'on va coucher en premier? Peut-être pas ceux qui vont se relever 4 fois, mais ceux qui vont se coucher plus facilement. Et puis progressivement, les soignants, si vous voulez sensibiliser à ça, vous allez voir que ça a beaucoup d'effets. Parce que si c'est le foutoir dans votre service, il y a beaucoup de bruit, si tout le monde est agité, il y a un effet boule de neige qui est catastrophique. Je pense que souvent, on manque en fait d'avoir un regard un peu décalé sur nos services. Et c'est parfois les familles ou le stagiaire. Le stagiaire, c'est vachement intéressant de demander aux stagiaires ce qu'ils en pensent, parce qu'ils voient des choses que nous, on ne voit plus. Alors, toujours le document de Québec, que j'adore manifestement, donc ils disent, oui, diminuer, augmenter les stimuli de l'environnement, reproduire un milieu de vie. Alors, c'est vrai que je pense que alors, il y a des endroits où on mime complètement le milieu de vie, on met des fauteuils un peu mochasses, mais que les gens un peu connaissent. Les gens n'ont pas tous envie de vivre dans un catalogue Ikea. Enfin, j'ai rien contre Ikea, mais tout le monde n'a pas envie de ça. En tout cas, quand on est âgé, parfois, on a envie d'avoir une vieille horloge qui fait ding-dong. Et puis, la chambre, regagnez votre chambre. Alors, vous accompagnez le patient dans sa chambre, et puis dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il faut vraiment être sacrément talentueux pour reconnaître sa chambre quand il n'y a rien dedans. Donc, ça, c'est important quand même d'essayer de mettre quelques petites choses qui puissent permettre au patient, au moins quand il rentre dans sa chambre, voire même sur la porte, qui lui permettent de se repérer. Sinon, on lui demande encore l'impossible. Et puis, faire attention quand même à la discrétion. Oui, effectivement, les portes ouvertes quand les gens sont aux toilettes, ça peut entraîner le trouble du comportement. Tout ça, c'est du bon sens. Mais finalement, c'est du bon sens qui n'est pas toujours appliqué. Alors du coup, parce que souvent on dit, mais le plan de soins, mais qu'est-ce que c'est que ce truc finalement? Le plan de soins, c'est ça en fait. Réfléchir à tout ce qui peut interférer sur la genèse des troubles du comportement, je ne vais pas vous le refaire. Les soins adaptés, finalement, se centrer sur le lever, le repas, la toilette, l'élimination, et faciliter la vie des gens. Avoir des occupations adaptées. On va revenir sur ce que c'est animation flash ou structurée, l'animation du pauvre, l'animation du riche, et puis gérer le groupe des patients, le groupe des soignants, le groupe des aidants, pas oublier d'aller faire un tour dehors, et puis penser quand même que peut-être que finalement, le fait que l'épouse de monsieur machin qui se fait opérer, c'est peut-être pas bon parce que du coup, monsieur machin, il va moins bien, peut-être que prévoir des coups de téléphone, ça peut faire du bien. Et puis, surtout, et ça c'est bizarre, il faut donner une routine. Alors là, je parle d'institution, bien sûr, mais pour des patients qui sont complètement perdus, en tout cas qui perdent leur repère, en fait, pour eux, c'est le contraire de ce qu'on leur veut, nous. Nous, quand on est en vacances, on aime bien que ça change, faire des trucs un peu différents tous les jours. Et finalement, les patients déments en EHPAD, en structure, ils ne sont pas du tout au Club Méditerranée. Et eux, ils ont besoin qu'il se passe tout le temps la même chose avec une petite variante. Donc, il faut qu'on s'astreigne à leur proposer la même chose aux mêmes heures, de la même façon, avec les mêmes pratiques. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour, on fait la toilette du patient au lit, et puis que le lendemain, on fait le lavabo, et que le troisième jour, c'est à la douche, le patient, quand il voit les gens arriver, il ne sait pas ce qui va lui arriver, et ça ne lui fait pas plaisir. Parce que vous, comme moi, on a une façon de faire, on a un rythme. Certains prennent leur petit déjeuner avant de la douche, d'autres le contraire, ils dorment sur le ventre, sur le dos, je ne sais pas quoi. Mais c'est ça aussi le soin. C'est aussi permettre aux gens de construire une routine et la respecter. Et puis après, là-dedans, on va mettre une animation, une activité qui, elle, va changer et qui va mettre un petit peu de diversité dans la vie et un peu de plaisir. Le plan de soins, c'est ça. C'est de prévoir tout ça. Alors, animation flash, on avait fait cette liste-là dans mon service parce qu'on me disait on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, c'était des trucs qui ne prennent pas de temps du tout. C'est demander au patient de choisir ses vêtements, lui faire un petit massage des mains, lui prévoir une sieste, lui demander d'aider à faire le lit.
Quand vous avez les photos dans la chambre, vous faites les soins, vous dites, tiens, c'est qui cette dame-là? Ah, c'est votre grand-mère, très bien. L'hypnose conversationnelle, donc ça c'est un peu audacieux, mais quand il y a des gens formés, effectivement, ça peut avoir un intérêt lors de la toilette, par exemple, lors des soins difficiles, mettre la musique, une musique que les gens aiment, lire une poésie. Moi, j'avais un collègue psychiatre qui disait, quand je ne sais plus quoi faire, j'ai toujours un livre de poésie dans ma poche et je lui lis une poésie, ça ne fait pas de mal en tout cas. Donner un coup de fil à la famille, prendre un café, donner un café, lire 3-4 choses sur le journal, aller faire marcher 5 minutes dans le jardin, mettre 2 patients l'un en face de l'autre pour faire un triluminaux, avoir un chat et puis le mettre sur les genoux de la dame, et puis prévoir les bénévoles, et puis prévoir une collation, et puis prévoir des cas plats, et puis mettre une feuille devant le patient avec des crayons de couleur, et puis peut-être qu'il va tenir, peut-être qu'il ne va pas tenir, mais ça fera déjà ça de gagner. Et puis lui donner un balai, un chiffon. Donc ça, c'est des trucs qui ne prennent pas de temps. C'est-à-dire que même quand on n'a pas de temps, même quand on n'a pas de professionnel, ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Mais par contre, il faut qu'on ait du désir pour les patients, du désir à leur place, et qu'on ait un peu de matériel. Il faut avoir des chiffons, effectivement. Et puis, quand on a plus d'argent, quand on a plus de moyens, on va faire de séances noselaines, on va faire atelier motricité, je ne vais pas tout vous décliner, des danses. Ça, c'est plutôt l'animation, ou c'est ce qui se passe dans les UCC, ou c'est ce qui se passe sur des ateliers qui vont avoir des objectifs qui vont être mis en avant, qui ont des noms compliqués. Mais je pense que le patient, lui, s'en fout un peu, que ce soit de la stimulation cognitive ou que ce soit autre chose. Lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement d'avoir des activités qu'il est capable de faire et qu'il prend plaisir à faire. Après, c'est à nous de mettre de la théorie sur ces choses. Une diapo lisible pour faire la promo de mon vieux document moche là, de l'HAS, parce que ça met l'accent, par exemple, sur les situations qui sont toujours critiques. En fait, c'est toujours pareil, c'est la toilette, le repas, le départ des visites, le coucher, la nuit qui sont compliqués. Et donc, il donne quelques petits conseils. Ça peut servir effectivement à réfléchir avec les équipes. Je vais passer. Là aussi, c'est à faire, à ne pas faire. Donc, c'est assez simpliste aussi. Mais finalement, c'est assez simpliste, mais quand on l'applique, c'est assez utile quand même. Les situations critiques répétitives, l'exemple même, c'est la toilette. Si on réfléchit à la perte cognitive, au handicap, si on pense à la douleur, à l'inconfort, au froid, est-ce que le patient a pu aller uriner avant qu'on lui fasse la toilette? Est-ce qu'il a envie de manger avant qu'on fasse la toilette? Et puis les habitudes antérieures, c'est sûr que récurer les patients tous les jours s'ils prenaient une douche par mois, ce n'est pas la peine d'essayer, ça va mal se passer. Ça, tout le monde le sait. Et puis des choses simples, c'est que quand les gens sont formés, ils savent qu'il ne faut peut-être pas commencer la toilette par nettoyer la toilette intime, parce que ce n'est pas forcément ce que les gens ont envie. C'est-à-dire que vous imaginez quelqu'un qui se précipite sur vous, qui commence par vous nettoyer pour la toilette intime, vous commencerez peut-être par trouver ça bizarre, peut-être qu'il vaut mieux commencer par les mains, des choses plus neutres. Alors ça, c'était les situations de base, les situations un peu critiques, toujours les mêmes, et puis les situations de catastrophe. C'est-à-dire, en fait, il se passe un truc, ça arrive de façon inopinée, de façon réactionnelle, mais ça ne se passe pas tous les jours de la même façon. Alors, on va toujours aider les soignants et les familles, parfois, à réfléchir en termes d'éléments déclencheurs, les signes d'escalade, et puis qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait après. Alors, on ne va pas décliner tout parce que le temps passe vite, mais toujours réfléchir en termes par rapport aux éléments déclencheurs. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de l'état physique ou émotionnel qui se passe chez la personne? Une douleur, une fatigue, une anxiété, je ne sais quoi? Est-ce que la tâche qu'on lui propose est trop compliquée? Est-ce que finalement, entre guillemets, il nous envoie bouler? Est-ce qu'il y a dans l'environnement trop de bruit? Est-ce que les autres patients sont agités? Est-ce qu'on a une communication adaptée? Donc, toujours faire, en fait, après la situation de catastrophe, faire un retour, une analyse de ce qui s'est passé. Et finalement, les soignants, en fait, ils sont toujours talentueux, surtout quand ils sont plusieurs, et ils vont trouver des idées sur comment est-ce qu'on a fait ce coup-là, comment est-ce qu'on n'a pas réussi, et finalement, c'était quoi les signes avant-coureurs, et la prochaine fois, on fera peut-être attention, y compris en mettant des médicaments, le cas échéant, si on n'arrive pas à faire mieux. Il est -10, les médicaments. Alors, en 4 parties très rapides, la iatrogénie, les prescriptions gériatriques, le traitement de la crise et le traitement de fond. Alors, toujours penser à déprescrire.
déprescrire, c'est-à-dire que en fait, le truc, c'est le Keppra. Là. Alors là, avec un collègue qu'on avait à Dinan en gérontopsychiatrie, on passait son temps à enlever le Keppra. Le Keppra, c'est miraculeux quand les gens sont épileptiques, puisque ça agit tout de suite. C'est un inconvénient de rendre quand même beaucoup de gens agressifs. Donc parfois, il faut quand même interroger les prescriptions, les agonistes dopaminergiques de l'initiation, la désinhibition des benzos. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les patients souvent après qu'ils aient rencontré de nombreux médecins, et en fait, les strates de traitement se sont surajoutées sans qu'on interroge forcément l'ordonnance et sans qu'on pose une hypothèse diagnostique. Et puis, réévaluer les traitements. Et tout à l'heure, je vous parlais de la temporalité longue, moyenne et courte. Et bien, effectivement, il faut se dire finalement, le traitement, en combien de temps il agit, pour combien de temps il agit, et est-ce qu'il est vraiment utile? En fait, est-ce qu'il a permis de passer un cap? Je prends l'exemple d'un patient qui rentre en institution, il faudra peut-être un traitement pour passer le cap, et peut-être qu'il faudra l'enlever parce que le cap est passé, et pas éterniser les traitements qui vont avoir des effets délétères. Là, c'est un combat sans fin, c'est aussi convaincre les soignants que certains traitements, les traitements n'ont que peu d'effets finalement. Peu d'effets, ça ne veut pas dire jamais, mais sur la résistance aux soins, la déambulation, les cris, les mouvements répétitifs, l'accumulation, les patients qui mettent les plaquettes de beurre derrière le radiateur, l'hyperoralité, tout ça finalement, les traitements peuvent être un appoint, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près, ça ne marche pas. Et nous sommes bien embêtés avec ça parce qu'il faut quand même s'occuper des patients. Alors, on est gériatre, on ne peut pas s'empêcher. L'insuffisance rénale, c'est le Cockcroft, hein, et on fait attention à ça. Se rappeler bien sûr que l'augmentation des masses grasses modifie la dynamique cinétique des traitements. Attention aux poids qui sont petits. Donc, on ne met pas les mêmes traitements à un patient de 65 ans et à un patient de 85 ans qui pèse 47 kg. Il faut être vraiment attentif à ça et il faut mieux quand même y aller doucement. La polymédication, je parlais de la soupe de psychotropes qui a un goût un peu moyen mais qui a un effet quand même souvent délétère. Les cliniques la clinique qui est très atypique, on va y revenir souvent à vous, psychiatres, on vous apprend sur les diagnostics, et nous, finalement, on est amené à faire des hypothèses diagnostiques devant des patients qui ont des comportements et une communication assez difficiles. Et puis, bien évidemment, intégrer l'intensité des troubles, et finalement, est-ce qu'on y tient tant que ça, ces traitements? Alors, start slow, go slow, pas tout modifier à la fois, essayer d'être prudent dans les arrêts, les introductions, et attendre que ça fasse de l'effet. Et le but, ce n'est pas forcément de sédater les patients. Effectivement, quand on sédate les patients, ça veut dire qu'on n'y arrive plus. Et c'est parfois une issue qui est la seule à trouver, mais c'est quand même une issue qui est quand même sacrément frustrante. Et bien penser à programmer les réévaluations. C'est-à-dire se dire, ce traitement-là, je ne le prescris pas pendant 25 ans, je le prescris pendant 1 mois ou 2, et puis tu penseras peut-être à le diminuer et à essayer de voir si on peut l'arrêter ou pas. Traitement de crise, traitement de fond. Alors, traitement de crise, l'antalgique, toujours y penser. Le patient ira-t-il pas mal? Et puis, la HAS nous dit, le psychotrope en traitement de crise, c'est seulement quand on a essayé autre chose, tout ce qu'on a dit au-dessus et avant. Alors, bien sûr, en fonction de l'intensité des troubles, la souffrance psychique du patient, la dangerosité pour le patient et pour les autres. Et donc, tout ça, il faut un peu le réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, le traitement de la crise, ce n'est pas le patient nous casse les pieds. Ce n'est pas le patient est perturbateur. C'est le patient est dangereux pour lui ou pour les autres, ou bien il a l'air de souffrir psychiquement. Et après, on essaiera de réfléchir, je passe, en fonction des profils, mais ça, vous le savez tellement par cœur que j'ose à peine le dire, en fonction des profils, est-ce que c'est plutôt un patient plutôt avec une prédominance anxieuse, ou bien plutôt sur des troubles plutôt dits psychotiques, ou bien sur le trouble du sommeil. Méfiez-vous de mettre des deux si besoin. C'est-à-dire, si vous mettez un peu de thiapridal si besoin, plus un peu de Sérestat si besoin, les soignants, ils auront du mal de quel besoin on parle. C'est à nous de choisir. Le si besoin, c'est l'un ou c'est l'autre, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Le traitement dit de fond, alors c'est vrai qu'on réfléchit finalement d'une façon un peu simpliste. Alors, les situations qui peuvent répondre, on a dit tout à l'heure celles qui ne peuvent pas répondre, c'est effectivement l'agressivité si on l'interprète, hallucination, délire et encore, anxiété, dépression, dont la dépression hostile qui est un concept un peu gériatrique, mais qui est souvent intéressant, de ces patients qui finalement ont une dépression, mais qui a le masque finalement de l'hostilité et de l'opposition. Mais finalement, quand on parle avec le patient, le contenu de ce qu'il nous dit, c'est plutôt la dépression. Et puis les troubles du sommeil. Alors évidemment, profil délirant, oui, mais
Oui, mais si le patient est halluciné, mais que ça ne l'angoisse pas, l'exemple même, c'est le Charles Bonnet, écoutez, on ne va pas mettre de traitement. Et puis, si c'est en lien avec les troubles cognitifs et que finalement, s'il n'y a pas de souffrance psychique, faut-il vraiment mettre un traitement? D'autant que finalement, les traitements, oui, ils sédatent les patients, donc ils soignent l'institution, mais ils ne sont pas si efficaces que ça. Et en tout cas, si on en met, il faut mettre des doses plutôt gériatriques, plutôt péros, et plutôt sur une durée à réévaluer. Alors ça, c'est la diapositive qui m'a fait peur quand je l'ai vue. C'est le nombre de patients. Alors, c'est une étude de 2015 qui était dans le JAMA. C'est combien faut-il traiter de patients pour en tuer un? Alors ça fait peur parce que Aldol 26, risperidone 27, olozapine 40, kétapine 50. J'ai envie de penser que ce n'est pas vrai, mais c'est parce que ça me rassure. En tout cas, c'est une étude, et puis on pourrait décliner ces questions-là en long, en large et en carré. En tout cas, les neuroleptiques, ce n'est pas qu'on n'en met pas, moi j'en prescris comme tout le monde, mais attention à ne pas en mettre de trop. Bon, le démence accord de Lévy, vous connaissez ça par cœur. Alors, quand même, 50% des démences accord de Lévy exposés à neuroleptiques développeront une hypersensibilité. Et nous, on voit quand même les patients qui arrivent dans les unités, s'ils ont été traités, ils ont un déclin cognitif qui descend en flèche. Et le traitement de la crise, c'est quand même plutôt les benzos, autant que faire se peut, avec sans doute un traitement de base. Sur les démences accordées Lévy, oui, alors les troubles du sommeil paradoxal, peut-être un rappel quand même que le clonazépam, la mélatonine, bof, la mélatonine, et la clozapine, c'est quand même décrit comme pouvant avoir une action sur les troubles du sommeil paradoxal. Les anticlinistérasiques, on les a un peu oubliés, mais bon, certains patients en ont encore et finalement s'en sortent plutôt mieux, et les familles parfois nous disent que sans, ils sont plus hallucinés qu'avec. Alors, oui, finalement, le traitement de fond, on a quoi? On a les neuroleptiques, rien du tout, peut-être, on n'a rien du tout. On a les neuroleptiques, antidépresseurs. Bon, vous les connaissez par cœur, donc je ne vais pas vous en reparler. Méfiance quand même sur la myoncérine. Moi, à titre personnel, je n'aime pas tellement que ça la myoncérine parce que j'ai eu des expériences assez dramatiques d'hypotension, de chute et de fracture et de bradycardie à 30, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Donc, c'est vrai que les gériatres, ils aiment bien le Norset, ils aiment bien la Cymbalta, la duloxétine, c'est les patients neuropathiques. Et puis, ils aiment bien la sertraline pour les patients qui ont des troubles obsessionnels. Et puis, il y a les traitements autres, les traitements pour lesquels on va vous solliciter, pour les DFT, les IRS, la trazodone, mais c'est un ATU, je pense que je l'ai toujours, la carbamazépine, point d'interrogation. Les états anxieux chroniques, qui sont souvent les méconnus, mais souvent qu'on a en fait à l'interrogatoire des conjoints avec des patients qui sont très, très angoissés et qui ont un état anxieux chronique. Et puis finalement, les gériatres, ils adorent les demi-vies courtes parce que ça s'élimine rapidement. Et puis finalement, parfois, on fait le contraire, on peut mettre des demi-vies longues. Et ça peut avoir un intérêt, mais on dit ça en deuxième ligne parce qu'il faut vraiment y réfléchir aux inconvénients. Et puis les IRS sont l'état chronique. Et puis, ces traitements-là que vous connaissez, mais que les gériatres ne connaissent pas forcément et qui ne vont pas forcément oser instaurer. Et il faut déjà avoir un peu d'expertise et puis avoir quand même aussi des arguments diagnostiques pour les utiliser. Dernier point, la contention. Oui, alors la contention, c'est ni toujours ni jamais. Moi, je me méfie des institutions qui disent jamais, jamais, jamais on en mettra et qui finalement transfèrent les patients dans l'institution qui en mettra à leur place. Il faut savoir pourquoi on en met, qui ça dérange et qu'est-ce qu'on en fait. Et surtout qu'on réinterroge toujours. Alors, il y avait le Sécuridra qui avait été interdit à un moment puis qui a été remis en circulation. Moi, je ne fais pas la promotion du Sécuridra, mais parfois, si on y réfléchit, ça peut avoir un intérêt pour les patients qui vont avoir des troubles de l'endormissement et qui vont pouvoir un peu se poser. Je sais que pour les enfants agités, il y a aussi cette utilisation de couverture plombée, on peut aussi avoir des idées comme ça, toujours en interrogeant l'objectif et puis la durée de ces traitements. Alors, juste pour vous présenter, j'ai fini. Vous voyez, on avait dit 8h15, à 8h, on a fini. En tout cas, pour l'introduction. Ce vieux document, moche, mais il est vraiment intéressant et il va être revu bientôt sur l'argumentaire des prises en charge de comportement. C'est un peu fastidieux parce que c'est vraiment du pas colorié et c'est vraiment bien. Un document de l'ANES,
la même thématique. Un document de notre camarade Jean-Pierre David, Clément, est-ce qu'il peut couper le micro, qui là est vraiment, vraiment super et dense, et qui a des très beaux tableaux sur les traitements. Un petit truc sur les sous-cutanés en soins palliatifs, mais c'est vrai que les sous-cutanés, on se pose la question parfois, et ça peut être utile à utiliser pour certains traitements psychotropes. Et puis mon petit doudou là, de Québec, qui est assez simple et qui est un document d'une 50aine de pages qu'on peut distribuer assez facilement en le téléchargeant aux familles. Ce document-là qui est fait par une infirmière, donc c'est vraiment très pragmatique. Il n'est plus édité, mais on en trouve encore sous le manteau. Voilà, merci de votre... Merci beaucoup, Rémi. Est-ce que David, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Je sais pas si... en tout cas, merci beaucoup, Rémi, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y en a parmi les participants qui ont des questions? Ou qui ne sont pas d'accord, d'ailleurs. Ou qui ne sont pas d'accord. C'est encore mieux. Ça va venir, les gens se réveillent. Il paraît qu'il y a des gériades dans la boutique. Donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, c'est beaucoup mieux que ça débatte un peu. Ils vont se réveiller. En tout cas, c'était très clair, merci beaucoup. Ah. Salut Vincent. Oui, salut. Oui, bonjour. Moi, je voulais apporter mon expertise sur la maladie à corps de Lévy. Sur les troubles du sommeil, on sait que ça fait partie d'un des 4 critères majeurs de maladie à corps de Lévy. Et la mélatonine marche quand même très, très bien. Mais il faut en mettre 3 mg minimum. Et l'autre traitement qui est quand même très recommandé partout, c'est les inhibiteurs des éthylcholinéstérase. Alors que ça peut être ou de la Aricept ou de la rivastigmine, de l'exélon. C'est quand même recommandé. Autant dans la maladie d'Alzheimer, je trouve que vraiment l'efficacité, elle est vraiment minable. Autant dans la maladie à corps de Lévy, je pense que c'est vraiment indispensable d'en mettre. Donc moi, le pilier de traitement pour les corps de Lévy, c'est quand même la rivastigmine et la mélatonine. Alors, c'est vrai que je suis d'accord hein, sur la Ricept ou les autres, qui effectivement, c'est un peu la seule situation où les familles nous disaient quand ça s'est arrêté qu'il y avait une différence. Et moi, on a du mal maintenant à parler de ces traitements-là parce qu'ils ont tellement été décriés, mais c'est vrai que c'est à peu près la seule indication. Et somme toute, à part l'inconvénient que ce n'est pas remboursé, parce que je ne pense pas que ce soit remboursé, mais effectivement, notamment pour les familles, les patients qu'on suit en consultation, je pense que vu les troubles et vu le problème que c'est, je pense que ça vaut le coup au moins d'essayer. Ça, c'est certain. La mélatonine, je n'ai pas d'expérience, mais je suis ravi d'apprendre qu'en montant les doses, ça a de l'effet. Je suis vraiment ravi. Moi, je n'ai pas d'expérience très, très emballante, mais peut-être parce qu'on ne l'utilise pas à la bonne dose. Oui, alors c'est ça, je pense qu'on a eu le tort. Alors d'abord, ça fait partie des recos sur donc ce trouble qui est quand même hyper fréquent, qui peut se manifester par d'abord un trouble de l'endormissement, mais surtout par des cauchemars récurrents et assez mal vécus par les patients. Et quand on monte la mélatonine, mais faut pas. Moi, pas moi, ce qui est recommandé un petit peu par les experts du corps de Lévy, en particulier Frédéric Blanc, c'est vraiment de commencer à 3 mg en préparation magistrale, surtout pas une préparation LP comme le Circanam, par exemple, et de monter à 6 voire 9 mg. Et on obtient d'abord pas d'effet secondaire. Moi, j'ai jamais vu d'effet secondaire avec la mélatonine. Certains ont une exacerbation des cauchemars. Bon, ça, c'est pas bien. Mais 6, voire 9, on peut avoir une amélioration des troubles du sommeil uniquement chez ces patients. Parce qu'en plus, c'est vrai que alors si on prend les patients tout venant des troubles neurocognitifs majeurs, ils ont tous quand même, souvent des troubles du sommeil. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un problème difficile à prendre en charge. Et autant là, on a un traitement c'est vraiment dommage que ce ne soit pas remboursé parce que je trouve que ça marche vraiment très, très bien. Enfin, pas que moi, hein, encore une fois, toutes les recos, tous les papiers internationaux sur le corps de Lévy, on en parle. Et puis c'est un traitement qui, pour le coup, agit sur les rythmes du sommeil, et pas comme les Barzo qui ont plutôt un versant à détériorer les rythmes du sommeil. Il y avait une question de Caroline.
qui demandait est-ce que vous avez eu des problèmes de chute et d'hypotension avec la mirtazapine aussi, comparé à la myoncérine? Moins. De toute façon, avec tous les psychotropes, on a des chutes. Hein. C'est bien le problème d'ailleurs. Mais quand même moins. La myoncérine est quand même connue pour être très hypotenseur et donner des hypotensions orthostatiques majeures. Après, c'est un effet de classe sur la myoncérine et la mirtazapine qui sont tous les deux des Oui. récepteurs alpha-adrénergiques, donc forcément, Ouais. il y a des effets des effets cardiotropes en tout cas, évidents, notamment sur la tension artérielle. Mais comme on a aussi sur tout ce qui est inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline en fait, qui donnent des hypotensions et des hypertensions aussi, plutôt tendance à déstabiliser les tensions. Est-ce que, je sais pas qui est-ce qui a son micro allumé? Du coup, j'avais une petite question aussi. Déjà, merci beaucoup, Rémi. Ça m'a rappelé plein de choses super intéressantes et importantes à ne pas oublier dans la prise en charge des troubles psychocognitifs. Surtout les soins, l'accompagnement non médicamenteux, je pense qu'il faut qu'on se rabâche encore et encore. Et concernant la thérapeutique pharmacologique, moi j'ai souvenir qu'à l'UCC, on avait essayé quelques fois la prégabaline dans les états anxieux chroniques, avec plutôt des bons résultats. Alors je ne sais pas si voilà, il y avait des choses connues de ce côté-là. Je n'ai pas la réponse. C'est une excellente question, une excellente remarque. Je n'ai pas la réponse. Donc, il faudrait faire la littérature pour voir ce qu'il en est. Tu as des effets sur le trouble. En fait, ça, à la base, la prégabaline, ça l'aime dans les troubles anxieux généralisés. Et par extension, en fait, c'est un traitement que tu peux utiliser chez les patients qui sont réfractaires pour un trouble anxieux réfractaire. Alors, chez la personne âgée, tu as très peu de données, mais ça, c'est normal. Tu n'as jamais beaucoup de données. Mais en tout cas, c'est le sujet jeune. C'est quelque chose qui fonctionne bien, notamment quand tu as un patient qui a un trouble bipolaire et à qui tu ne peux pas mettre de traitement antidépresseur. Mettre de la prégabaline, ça permet de... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on le faisait aussi à l'UCC de manière un peu instinctive et en fait, avec l'efficacité. Donc, de savoir si c'était une pratique un peu homogénéisée aussi pour l'anxiété dans les troubles démentiels. À continuer d'essayer. Mais je pense qu'une grande difficulté, c'est évidemment de poser le diagnostic chez les patients déments, parce que la sémiologie est quand même trompeuse. Hein. Alors déjà, les états anxieux généralisés, je ne suis pas certain que les psychiatres connaissent bien ça, mais je ne suis pas certain que les médecins soient très sensibilisés à cet état pathologique et du coup soient très sensibilisés au traitement. Donc du coup, en plus pour les patients déments, c'est très, très compliqué. Et c'est là surtout que moi je trouve que finalement l'interrogatoire des familles nous permet de faire des hypothèses diagnostiques sans qu'on nous soit vraiment certain. Mais c'est sûrement frustrant et c'est le problème, en fait, à mon avis. C'est un des problèmes pour lesquels on a du mal à avoir de la littérature, c'est que les critères diagnostiques sont quand même sont un peu sur l'expérience en fait, des gens. C'est une vraie difficulté. Mais il y a tout un champ de travail à faire sur la sémiologie de ces patients-là qui est forcément différente. Et en fait, on fait mais par contre, je pense que s'astreindre à faire une hypothèse diagnostique, combien telle serait-elle mauvaise, pour se dire, je mets ce traitement parce que, et non pas, moi je sais qu'au début, quand mes collègues étaient dans les essais, ils ne savaient pas tellement quoi mettre, je veux dire, hein, parce qu'en fait, on a tendance à mettre des couches et des couches de traitement jusqu'à ce que le patient soit calme. Et en fait, la démarche de faire un diagnostic sémiologique chez les patients déments, c'est un truc qui est quand même très, très important et qui, à mon avis, n'est pas assez fait. Dans ces situations, c'était vraiment des cas où on avait exploré vraiment toutes les pistes, forcément de la dépression, de la psychose aussi, avec de la persécution peut-être qui est extrêmement angoissante. Et en fait, on ne retrouvait rien d'autre qu'une anxiété presque primaire, sans objet, comme ça. Et c'est pour ça qu'on s'était orienté vers un trouble anxieux laïque, et avec cette thérapeutique qui fonctionnait.
voilà, sans savoir du tout si on pouvait faire le diagnostic de troubles anxieux généralisés, mais en se basant sur cette hypothèse, quoi. Oui, après, c'est... Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'avais une question, Rémi, c'est par rapport sur les troubles psychocomportementaux multirésistants, enfin très résistants. Est-ce que c'était déjà arrivé? Alors, c'est un truc qui est... je pense que j'ai la réponse, mais est-ce que c'est déjà arrivé d'aller par exemple à l'électroconvulsivothérapie, par exemple, sur les troubles psychocomportementaux très sévères? La sismothérapie? Ouais, la sismothérapie. Et mon autre question, c'est, mais qui découle de celle-ci, qui est dans les cas où tu as des troubles psychocomportementaux où vraiment tu es très handicapé et le patient se met en danger ou met en danger les autres et que vous avez essayé de multiples traitements, est-ce que dans ton algorithme de décision, à un moment donné, tu arrives à la décision de est-ce qu'on ne serait pas dans des soins palliatifs des troubles psychocomportementaux? Si. Alors, moi, je réponds à la première question. Là, je fais référence non pas à mon activité actuelle, mais à celle que j'avais à Dinan. On travaillait de façon extrêmement facile et agréable avec un collègue gériatre, mais qui travaillait en gérontopsychiatrie depuis 20 ans, Edgar Hidou. Et donc, lui, il avait effectivement accès à la sismothérapie. Mais du coup, le tri se faisait assez naturellement entre les patients qui étaient plutôt avec troubles du comportement vraiment liés à une démence et plutôt les patients qui avaient des troubles psychiatriques initiaux et qui se retrouvaient déments. Et en fait, le tri se faisait un peu naturellement et c'était bien rare. Enfin, on allait voir les patients les uns des autres, mais c'était bien rare qu'on transfère les patients. Effectivement, il y a une indication qui peut être possible chez les patients pour lesquels il y aurait une indication en dehors de la démence. Après, la démarche de la prise en soin des patients déments est une démarche palliative, c'est pas dire une palliative terminale, mais et puisqu'on ne peut pas, la définition c'est celle-là, puisqu'on ne peut pas, je dirais, guérir les patients, on est bien dans du palliatif, dans l'accompagnement. Mais effectivement, le fait de dire ça, c'est parfois un peu mal entendu et mal compris. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment où si on est dans une situation où le confort psychique du patient n'est plus atteignable, qu'on n'arrive pas finalement à ce qu'il soit tranquille, mais psychiquement, je ne dirais pas comportementalement, la question peut effectivement se poser. Et ça peut arriver, enfin, ça peut arriver effectivement qu'on soit amené, et c'est triste à dire, mais faute de mieux, à sédater le patient, comment on pourrait sédater un patient qui est atteint d'une pathologie grave et qui va avoir besoin d'une sédation? Mais bon, c'est vrai que c'est tout le problème, c'est qu'on le ressent toujours comme un échec, et je trouve ça bizarre d'ailleurs, toi tu me fais réfléchir à ça, c'est-à-dire que Dieu sait si en gériatrie on accompagne beaucoup de gens qui sont en fin de vie, et quand il y a indication à faire une sédation, on le fait. Alors ça n'a pas le même sens évidemment que de faire une sédation chez quelqu'un qui a 40 ans, la difficulté est quand même différente, enfin, la démarche est la même, mais je pense que la difficulté est différente. Mais par contre, c'est vrai qu'on a du mal quand même à se dire qu'on peut le faire et que c'est du soin palliatif. Et je pense qu'effectivement, c'est utile de garder ça en tête, de se dire, ben oui, effectivement, on n'arrive pas à améliorer le confort psychique du patient, la famille n'en peut plus, appliquons la loi Leonetti, mais appliquons-la vraiment, c'est-à-dire faisons une démarche effectivement raisonnée et non pas une démarche, je dirais, de contrebande. Et ça t'est déjà arrivé du coup de le faire, et quand tu le fais, tu l'abordes comment du coup sur le plan médicamenteux par exemple? C'est arrivé qu'on mette des traitements sédatifs comme pour d'autres patients. Enfin, l'unité de vie protégée, oui, c'est arrivé. Oui, enfin, même technique, même question, même façon de faire, oui. Par exemple, avec par exemple de l'hypnovel IV. Avec de l'hypnovel, nous les gériatres, on adore la socute. Oui, c'est vrai. On met de la socute. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre d'ailleurs. Parce que finalement, pourquoi c'est intéressant la socute? Parce que si ça se dépique, si le patient se dépique, c'est finalement pas grave, le lit sera souillé et puis voilà. Donc on économise tout ce qui est la contention. Mais je pense que, pour l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps, une patiente que j'avais transférée d'ailleurs à l'UCC, puis qu'on avait récupéré après, et puis qui s'est dégradée cognitivement de façon radicale et du coup de façon comportementale, et qu'on n'arrivait pas, après avoir essayé, je dirais, on avait émis toutes les hypothèses et on avait été plus dur à se pencher sur le et en fait, vraiment
très, très, très angoissé, bah oui, à un moment, on a mis de l'hypnovel, mais par contre, il a fallu aussi accompagner l'équipe, en discuter, pour que les choses soient dites, qu'on ne tuait pas cette patiente, mais qu'on la sédatait comme on aurait sédaté quelqu'un, et elle est décédée au bout de quelques jours, comme elle aurait pu décéder d'autre chose. Mais je pense que là, quand on est perdu, c'est bien d'appliquer la loi. Et finalement, la loi, la règle, le faire à plusieurs, le discuter et respecter la procédure, je pense que ça apaise tout le monde. Il ne faut pas faire de la médecine de les équipes de contrebande. soins pâles aussi. Oui, la médecine de soins pâles. Mais déjà, la médecine de soins pâles, c'est peut-être travailler avec nos collègues d'à côté et puis travailler avec l'équipe et appliquer la loi. L'équipe de soins pâles, elle peut être utile, mais elle n'est pas forcément indispensable si ce n'est pas complexe. Si c'est complexe, on peut la solliciter. Ça permet d'avoir un avis un peu tiers des fois. Oui, bien sûr. Pardon, si je peux me permettre. Pardon, Quentin. Non, vas-y. Oui, moi je suis complètement d'accord. Surtout, ça permet de justifier l'utilisation du midazolam, parce que faut pas oublier que c'est une drogue d'anesthésie et que, à part en situation de soins palliatifs, on n'a pas le droit de l'utiliser. Enfin, on n'est pas dans les clous. Or, je trouve que c'est souvent dévoyé, utilisé de façon un peu sauvage. Et ça permet de le justifier, de l'encadrer, et ça marche quand même super bien, quoi, dans des situations infernales où, d'abord, c'est beaucoup moins dangereux que d'utiliser des antipsychotiques simplement pour faire une toilette. Moi, ça me paraît quand même pas possible, quoi. Alors que le midazolam, ça peut très, très bien marcher, mais il faut vraiment... effectivement, complètement d'accord avec vous, hein, encadrer la réflexion. Et puis, alors, le problème, c'est que quand on va passer le patient en soins palliatifs, finalement, on ne peut plus rien faire. Certaines infirmières vont me refuser de faire un bilan biologique au prétexte qu'il est en soins palliatifs. Donc, je crois que là aussi, il faut bien expliquer les choses. Enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, mais je trouve qu'il y a une espèce quand on franchit la barre et qu'on passe en soins palliatifs, il y a certaines choses qui deviennent un peu compliquées dans la prise en charge. Oui, après ça, oui, non, mais je pense que la démarche générale est une démarche palliative. Mais après, ce n'est pas parce que c'est une démarche palliative que les gens sont tous en soins palliatifs. Là, on parlait bien de patients sur lesquels on avait un inconfort psychique radical résistant à de multiples tentatives et à la réflexion de plusieurs, où là, effectivement, on est en fin de vie. Après, je ne suis pas certain, mais effectivement, c'est tout le problème du MIDA pour les toilettes compliquées. Je ne suis pas sûr qu'on puisse solliciter, enfin moi en tout cas, la prérogative palliative pour justifier ça. Je pense que par contre, on manque d'études, ne serait-ce que de savoir un état des lieux finalement. Utilisez-vous le MIDA, dans quelles circonstances, pourquoi y a-t-il dose, et c'est quoi votre équation qui vous permet de définir la dose? Ben, moi, je ne sais pas s'il y a de la publication là-dessus. J'en ai peut-être pas assez cherché, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Et je trouve que ça, ce serait une étude sacrément intéressante de faire ne serait-ce qu'un état des lieux. Pas dire il faut faire, mais dire qu'est-ce qu'on fait, parce que tout le monde l'utilise, et tout le monde l'utilise en contrebande. Je pense qu'il y a des trucs, il y a quelques trucs quand même dans la littérature sur le midazolam, notamment dans les troubles psychocomportementaux, mais pas forcément chez la personne âgée, de manière générale. Et d'ailleurs, nous, je sais qu'aux urgences, ils l'utilisent en intranasal, ils peuvent l'utiliser en intranasal notamment. Mais après, c'est vrai que c'est le gros problème du midazolam, c'est que ça peut donner des compensations respiratoires sévères et qu'il faut presque une plateforme de réanimation à côté. Sinon, faut l'antagoniste à proximité, en tout cas. Oui, ou alors l'antagoniste, c'est ça. Mais, c'est vrai que ça peut vite... Notamment si l'infirmière confond la voix IV et la voix sous-cute. Ça donne des peurs, ça. Ah, désolé, je parle pas assez fort après, ok. Je parlerai plus fort. Bon, je sais pas, il est 8h20, on a peut-être fait un tour. Enfin, non pas que je veuille vous quitter. Non, bah, mais... Je pense qu'on va pouvoir te laisser. Merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci de m'avoir invité. J'espère avoir un peu répondu à votre cahier des charges. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le plaisir de pouvoir te réinviter parce que c'était très intéressant et donc ce sera avec plaisir. Vous pouvez m'inviter aussi pour que j'écoute. Hein, moi, j'aime bien écouter. Alors, super. Écoute, je prendrai ton mail et tu seras invité dans les prochains.
Ok, très bien, Si merci. tu veux venir à Mélancolie et Muguet en mois de mai, ça sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir aussi. Je Ok. t'enverrai le lien. En tout Merci, cas, bonne merci soirée. beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. Et bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée à soirée à tout le tous. monde. Au revoir.